jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro. Bonjour Alexis. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Dans la question en plus, ce sera Aurélie Gros qui est à la tête de la France. Vraiment un mouvement de concertation citoyenne qui vous interpellera. Et bien sûr, question nette à la fin de cette émission avec Marie-Pierre Haddad. Vous pouvez toujours envoyer vos questions bien sûr à Marine Le Pen et elles seront relayées en fin d'émission. Alors Marine Le Pen, les circonstances vous servent, dit-on, et en premier lieu la polémique récurrente sur le port du voile qui a de nouveau rebondi après le coup d'éclat de l'un des vôtres. Et puis le chef de l'État aurait aussi décidé de faire de vous son adversaire pour 2022, d'instaurer dès maintenant le duel. D'où visiblement la raison du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale il y a à peine 2 semaines, ce qui vous place forcément au cœur de l'échiquier politique. Mais la politique n'est pas faite que de circonstances, de stratégies. Elle se bâtit toujours, espérons-le, autour d'idées. Quelles sont les vôtres? Nous sommes ici, bien sûr, pour en parler. Et puis, pour 2022, pour la présidentielle, Marine Le Pen, en avez-vous vraiment envie? Ou serez-vous une candidate par raison, comme vous le dites? Assez souvent, nous en parlerons aussi dans la seconde partie de l'émission. Mais tout d'abord, l'actualité, à moins que vous vouliez y répondre dès maintenant. Non, silence, nous y reviendrons donc. Et nous parlons d'abord de l'actualité et de la grève surprise à la SNCF qui dure maintenant depuis 2 jours. Adrien Gindre. Le trafic s'améliore, mais il a été perturbé depuis vendredi par l'exercice du droit de retrait. C'est l'invocation officielle par un certain nombre d'agents. Suite à un accident, ils demandent à ce que dans tous les trains, il puisse y avoir 2 personnels de la SNCF pour assurer la sécurité des voyageurs. Est-ce qu'ils ont raison ou tort, Marine Le Pen, d'exercer ce droit de retrait alors même que les vacances scolaires commençaient et que beaucoup de Français étaient concernés? J'aimerais que sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, on évite de confondre le fond et la forme. C'est de plus en plus le cas. Sur le fond, ils ont probablement raison. Avoir des trains avec un seul conducteur, ça n'est évidemment pas raisonnable. Et donc, moi, je considère que sur le fond, ils ont très certainement raison de demander à ce qu'il y ait plus de personnel pour assurer leur propre sécurité et la sécurité des voyageurs. Sur la forme, je suis en désaccord avec ce qu'ils font, pour une raison simple. C'est que moi, j'aimerais les appeler à la solidarité. Nous sommes aujourd'hui dans une situation terriblement difficile, où de plus en plus de Français, vous le savez, vivent sous le seuil de pauvreté, où des familles entières ont les plus grandes difficultés et font des sacrifices pour pouvoir se déplacer et admettre que l'on puisse, de manière, quoi qu'on en dise, sauvage, parce qu'en fait c'est le résultat, mettre en place une grève qui va avoir des conséquences sur les usagers qui sont dans des conditions difficiles, les familles, les Françaises et les Français, je trouve que ça n'est pas admissible. Je pense qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à d'autres formes d'action. Après tout, s'ils ont des revendications, ils les ont à l'égard peut-être de leur direction ou du pouvoir politique. Mais ils disent que c'est que comme ça qu'ils peuvent être entendus. Non, ça n'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi? C'est une technique comme une autre, mais ça n'est pas la seule. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres moyens pour se faire entendre, pour d'ailleurs pouvoir obtenir l'adhésion, après tout, également des voyageurs qui sont attachés à leur sécurité, les sanctionner sans que ce soit toujours les usagers qui soient en réalité sanctionnés. Faut-il les sanctionner, Marine Le Pen, comme Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, le mentionne ce matin? Il existe une loi. Je ne sais pas si les conditions de la loi ont été respectées ou non. Si elles n'ont pas été respectées, ils savent que peut-être ils risquent une sanction. Mais encore une fois, moi, je les appelle à la solidarité avec les usagers. Ça dure, ce mouvement. Est-ce que le gouvernement doit les réquisitionner? Parce que ça, il a le droit de le faire. Oui, très probablement, il faudra les réquisitionner si ça dure, parce qu'encore une fois, les usagers ne peuvent pas être les victimes perpétuelles. Systématiquement, il faut bien le dire, au moment des vacances, avec des pertes financières, car c'est là où moi, je ne veux pas les pointer du doigt, je ne vais pas les accuser, parce que c'est un peu facile de le faire, et encore une fois, je pense que leurs revendications sont en partie justifiées. Mais il faut qu'ils pensent à ceux qui ont des pertes financières en raison des actions qu'ils mettent en œuvre. Est-ce qu'il faut revoir ce droit de retrait, voire éventuellement le supprimer? Non, il ne faut pas revoir ce droit de retrait. Ce droit de retrait, il a été envisagé lorsque leur sécurité physique est en jeu. Elle l'est souvent d'ailleurs. On a le droit de le dire aussi. Souvent, les conducteurs ou les contrôleurs sont confrontés
eux aussi parce qu'ils sont en première ligne à l'insécurité des bandes, des trafics, des agressions. Il faut les entendre et il faut leur apporter des réponses. Alors si on peut déjà se mettre autour d'une table et discuter avant de brandir évidemment la menace de sanctions, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, on en vient, Marine Le Pen, à la polémique qui dure maintenant depuis une semaine sur le port du voile dans les sorties scolaires par des mères accompagnatrices. L'un des vôtres, Julien Audoul, l'a reproché à une femme qui assistait voilée à une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous souhaitez, Marine Le Pen, comme vous l'avez dit, est-ce que vous souhaitez toujours que le voile soit interdit dans tout l'espace public? Oui, dans la rue, souhaite. dans les transports notamment, dans tout l'espace public? Oui, je souhaite que le voile soit interdit dans l'intégralité de l'espace public. Et je le souhaite depuis des années. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons, au Rassemblement national, dès le départ, compris à quoi servait ce voile. Et face au dénislamisme, Monsieur Brézet, j'ai lu votre éditorial. Vous considérez qu'en matière de lutte contre l'islamisme, il y a eu un véritable déni de la part de la classe politique, de la classe journalistique. Eh bien, nous avons toujours été sur ce sujet, et vous nous l'accorderez, extrêmement lucide. Le voile est un marqueur idéologique. C'est un marqueur identitaire. Dès 2004, lorsque la question du voile dans les écoles a été posée, nous savions que le voile se démultiplierait, qu'il serait utilisé comme une arme politique, et c'est la raison pour laquelle je crois que dès 2004, il aurait fallu l'interdire dans l'ensemble de l'espace public. Est-ce que ça ne pose pas le fait de l'interdire dans tout l'espace public, y compris la rue, la question tout bêtement de la liberté de conscience, la liberté de pratiquer sa religion? C'est ce que vont évidemment vous dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, si jamais cette question-là devait être mise en œuvre. Mais c'est exactement ce qu'il disait déjà en réalité quand la question de l'interdiction du voile à l'école s'est posée. C'est une infraction, je le crois, à la laïcité, à l'esprit de la laïcité. Et comme la laïcité est inscrite dans notre Constitution, je pense que sur la base de cette exigence de laïcité, nous avons parfaitement la possibilité de prendre cette décision. Mais encore une fois, il faut être conscient de ce qu'est le voile. L'immense majorité des femmes qui portent le voile aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a 20 ans, le voile ne posait pas débat, il n'existait quasiment pas. Qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, le voile est devenu un sujet aussi majeur et aussi prégnant dans notre société? D'abord, c'est l'immigration massive. Parce que la conséquence, évidemment, de l'immigration massive, c'est le communautarisme que nous vivons aujourd'hui et dont le voile est un des éléments. Pas le seul, mais un des éléments. Les femmes, dans leur immense majorité qui portent le voile aujourd'hui, c'est soit par soumission, soit par sécession. C'est pas par Donc je choix. crois que dans les Pas deux par cas, choix, Marine Le Pen. je crois que dans les deux cas, eh bien, ça nécessite une interdiction pour protéger les premières et pour lancer un signal très clair aux secondes. Adrien Marine Jean. Le Pen, si c'est si important, pourquoi est-ce que dans la proposition de loi, je crois que vous venez de co-signer avec certains élus du Rassemblement national, vous ne parlez que de l'interdiction dans le cadre des sorties scolaires, des activités scolaires? Parce que c'est une proposition de loi qui a été faite, encore une fois, pour répondre précisément, immédiatement, au sujet qui est celui des sorties scolaires. Mais je vous signale qu'il y a déjà un texte qui va être, je crois, présenté au Sénat à la fin du mois d'octobre. Et d'ailleurs, on pourra juger sur pièce, si je puis me permettre, des convictions des uns et des autres lorsque ce texte sera amené à être voté dans nos assemblées. Alexis Brézet. Celui concernant sur les sorties scolaires, c'est le texte de Ciotti, je crois. Celui-là, vous le voterez, de toute façon, vous le voterez pour interdire le voile dans les sorties scolaires. Bien sûr. Mais vous dites qu'il faut aller plus loin. Oui, je le dis depuis longtemps, mais monsieur il y a déjà Brézet. une loi qui interdit la burqa, par exemple. Elle n'est pas appliquée. Comment vous pensez faire appliquer une loi sur le voile? C'est absolument impossible. Ah, mais c'est quand même très inquiétant ce que vous dites là, monsieur Brézet. Ça veut dire qu'en France, il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Et pourquoi ne sont-elles pas appliquées? C'est à vous de répondre. Oui. Ah bon, c'est à moi de répondre? Oui. Dites-nous. Non, c'est au pouvoir politique de répondre. C'est au pouvoir politique de répondre et de nous dire pourquoi est-ce que les policiers n'arrivent pas dans certains quartiers à faire appliquer la loi d'interdiction de la burqa. Pourquoi, lorsqu'ils vont pour mettre une amende à une femme qui porte une burqa, eh bien ceci entraîne des émeutes, des agressions envers les policiers. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des zones de non-droit dans notre pays, qu'on a fermé les yeux sur ces zones de non-droit, parce que la République n'entre pas dans certains quartiers, parce qu'en quelque sorte on a délégué... Vous pensez vraiment que c'est impossible d'interdire le voile ou vous le dites parce que de toute façon vous savez que ça ne se fera pas en tout?
Mais non, mais je suis absolument convaincu que non seulement on peut voter une loi, mais qu'on peut la faire Marine appliquer. Le Pen, mais ça veut n'est dire pas tous les suffisant, signes monsieur ostentatoires. Brézet. Non, mais allons jusqu'au bout. Ça veut dire tous les signes ostentatoires. Parce que ça veut dire, par exemple, sur la kippa. Mais j'ai déjà vous répondu êtes aussi, 10 vous dites fois à cette à la question. communauté juive de ne pas porter la Nos kippa. compatriotes juifs ne posent aucun problème avec leur kippa. Et je leur ai déjà dit, je vous demande de faire ce sacrifice. Je vous le demande pour pouvoir mettre en place une véritable lutte contre le fondamentalisme islamiste et son avancée dans notre pays, dont vous êtes vous-même en partie les premières victimes. Car il y a beaucoup d'endroits où les juifs ne peuvent plus porter la kippa, monsieur. Parce que le simple fait de porter la kippa entraîne des agressions physiques dont ils sont les victimes. Donc, il faut prendre des décisions, mais pas seulement le voile. Enfin, écoutez, on prend un petit bout. Mais c'est pas seulement ça, c'est toute la montée et l'avancée du fondamentalisme islamiste aujourd'hui qu'il faut combattre pied à pied dans les associations sportives qui sont gangrénées par le fondamentalisme islamiste, dans les financements qui proviennent de l'étranger, dans les imams étrangers qui colportent la haine dans notre pays et qui restent sur notre territoire, dans les mosquées salafistes et tenues par les frères musulmans qui sont ouvertes sur notre territoire et qui sont près de 150 12 lieux de culte ont été fermés. Aujourd'hui, les prières de rue, souvenez-vous qu'on m'a poursuivi devant les tribunaux pour avoir dénoncé les prières de rue. Les prières de rue étaient un élément du fondamentalisme islamiste. Il faut l'interdire, le salafisme ? Oui, il faut l'interdire. Comment on fait pour interdire une conviction, une religion, une philosophie ? Écoutez, on a bien interdit un certain nombre d'idéologies totalitaires sur notre territoire, me semble-t-il. Il me semble qu'on peut être poursuivi pour faire la promotion ou défendre des idéologies totalitaires. Le fondamentalisme islamiste est une idéologie totalitaire. Elle vise à ruiner nos libertés. Elle vise à nous mettre, en quelque sorte, en esclavage, à nous faire abandonner tout ce qui fait notre pays, notre identité, notre culture. Il y a des milliers, il n'y a pas des milliers, monsieur Brézet, il n'y a pas des dizaines de milliers. Il y a des centaines de milliers de personnes sur notre territoire aujourd'hui, français ou non français, nés en France ou qui ne sont pas nés en France, qui n'ont, monsieur Brézet, que mépris pour ce que nous sommes, mépris pour notre pays, mépris pour notre façon de voir les choses, mépris pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ça veut dire que tous les musulmans de France, les 5 millions de musulmans de France, mépris pour la liberté des mœurs que nous défendons, mépris pour la liberté que nous laissons aux homosexuels. Le président de la République parlait cette semaine de ceux qui pratiquent l'amalgame et qui stigmatisent. Lorsque vous nous parlez, dans un même paragraphe, une même réponse comme vous venez de le faire, du voile dans le cadre des sorties scolaires et des dangers du salafisme et de la radicalisation, est-ce qu'on ne se retrouve pas à tout mélanger ? Est-ce que si vos enfants se retrouvaient dans une sortie scolaire avec une femme voilée, ils reviendraient radicalisés à la maison ? Mais le sujet n'est pas là, monsieur le sujet. C'est ce que vous mêlez tous les sujets en un seul. Non, justement. mais ça n'est pas vrai. Ce que vous dites est faux. Je vous dis que le voile est un marqueur du fondamentalisme et de la radicalité. C'est un marqueur de la radicalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les femmes qui sont soumises au voile, qui sont obligées de le porter, le sont par des gens qui veulent changer nos lois, qui veulent changer notre manière de vivre, qui veulent changer les relations que nous avons et que les hommes ont. Marine Le Pen, vous finissez par dire que des centaines de milliers de personnes. C'est la réalité. Soit on continue à ne rien voir, soit on continue à accuser parce que c'est ce que vous faites. Vous cherchez à culpabiliser ceux qui précisément pointent du doigt le fondamentalisme islamiste. Soit on dit maintenant ça suffit. Ouvrez les yeux, messieurs. Regardez autour de vous. Regardez les attentats terroristes. Regardez le recul de nos libertés. Regardez la situation des zones de non-droit. Regardez les gens qui partent clairement. Il y a 5 millions de musulmans en France. Tout cela. Il y a 5 millions environ de musulmans en France. Est-ce que vous considérez qu'une très grande majorité d'entre eux constitue une menace pour la République ? Parce que vous dites des centaines de milliers, vous avez dit des centaines de milliers à l'instant, qui sont radicalisés ou potentiellement. Mais oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais alors une grande majorité des musulmans de France ? Ça veut dire qu'il y a des millions de musulmans dans notre pays qui n'ont pas envie d'être soumis aux fondamentalistes islamistes, qui ont envie de vivre tranquillement et sereinement leur foi. Donc c'est une minorité qui s'est radicalisée chez les musulmans de France ? C'est une minorité, je l'espère aujourd'hui, mais demain... Vous n'en êtes pas sûr ? Vous n'êtes pas sûr. En tout cas, ce que je vois, ce sont les sondages d'opinion qui sont faits, et ces sondages d'opinion m'inquiètent beaucoup. Alors je vais vous donner un des derniers qui a été fait par M. Fourquet de l'IFOP,
Il y a 17%, semble-t-il, des gens qui sont nés français et qui sont musulmans, qui souhaitent que la charia passe au-dessus des lois de la République française. Mais une proportion Il y a, plus je forte crois, chez les jeunes. 28% de ceux que nous avons naturalisés, c'est-à-dire qu'il y a un quart de ceux à qui on a donné la nationalité française et qui veulent que la charia s'applique en France. Dites-moi, est-ce qu'on n'a pas commis une erreur là? Le même Fourquet, Marine Le Pen, dit que l'intégration est en marche et que chez les jeunes générations, par exemple, ils sont davantage dans la fonction publique et qu'ils sont davantage intégrés. Laissez-moi juste terminer. Donc il y a un quart des étrangers à qui on a donné la nationalité française à qui on n'aurait pas dû la donner. Ça fait beaucoup quand même. Il faut peut-être voir un petit peu le sérieux des critères pour la naturalisation. Et surtout, plus inquiétant, il y a 41% des étrangers musulmans qui sont dans notre pays qui souhaitent que la charia s'applique. Alors quand je dis qu'il y a un lien entre la montée du fondamentalisme islamiste et l'immigration, ces chiffres prouvent qu'évidemment, au travers de l'immigration massive, il y a l'importation d'un islam radical et politique. Maintenant, monsieur, excusez-moi, mais les chiffres que j'ai vus de ces études sur les jeunes m'inquiètent au contraire. Parce qu'il semblerait qu'au contraire, plus nous avancions dans les générations et plus en réalité cette complaisance à l'égard du fondamentalisme soit importante. Donc vous ne croyez pas à l'intégration, Marine Le Pen? Vous pensez qu'il faut une société d'assimilation? Ce qui est la tradition française, c'est l'intégration. Pour vous, c'est une assimilation totale. Non, non, monsieur, excusez-moi, mais vous racontez juste n'importe quoi historiquement. Non. Historiquement, dans la société quelle est votre française, interprétation de la non, mais culture n'importe française. quoi. Historiquement, dans la société française, la règle, c'était l'assimilation. Et ça fonctionnait très bien. Et ça a très bien fonctionné. C'est lorsqu'on a abandonné cette assimilation qu'on a été confronté à toute une série de problèmes, et notamment au développement du communautarisme, comme d'ailleurs partout où cette intégration a lieu, notamment dans les pays anglo-saxons. Excusez-moi, mais on parle de concept. Moi, j'aimerais que ceux qui nous écoutent sachent de quoi on parle. L'assimilation, ça consiste à dire, vous venez dans un pays, vous en adoptez les règles, les codes. Et vous laissez effectivement une partie de votre culture et de votre identité pour adopter celle du pays dans lequel vous venez. L'intégration, c'est l'inverse. L'intégration, ça consiste à dire aux gens, eh bien écoutez, vous venez et vous restez comme vous êtes. Vous pouvez continuer à avoir votre culture, votre mode de vie, vos codes, vos mœurs, et vous allez vivre à côté de ceux chez qui vous êtes venus. Eh bien moi, je pense que là, on peut constater l'échec total. Mais alors, ça fonctionne moins bien l'intégration chez les anglo-saxons. Vous disiez, c'est ce que font les anglo-saxons. Est-ce que ça fonctionne moins bien? Est-ce que vous trouvez que leur société... C'est une véritable catastrophe, vous voulez dire? Pourquoi? Allez en Grande-Bretagne. Allez voir en Grande-Bretagne comment les communautés vivent les unes à côté des autres. C'est ça que l'on souhaite. Moi, ça n'est pas cela que je souhaite. Vous n'y voyez pas un melting pot comme à Londres ou dans d'autres villes? Moi, je suis attaché à l'unité de notre pays. Je ne suis pas communautariste. Je ne souhaite pas que des communautés vivent les unes à côté des autres. Et si j'en crois l'ancien ministre de l'Intérieur, vivent demain les unes face aux autres. Vous faites Gérard Collomb qui dit ce matin qu'il faut privilégier l'éducation plutôt qu'une loi sur le voile. Une des questions qui... Mais ça, c'est vraiment le réflexe du vieux socialiste. Une des questions qui... Attendez, juste... Le vieux socialiste, non mais on va régler le problème avec l'école, on va donner des cours, on va faire une charte de la laïcité, on va la punaiser au mur du préau, et puis tout sera réglé. Ils ont punaisé des milliers et des milliers de chartes de la laïcité. Regardez dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est une catastrophe. L'école est confrontée à des attaques permanentes contre la laïcité. Il y a un véritable souci, et personne, encore une fois, ne veut mettre en œuvre les moyens pour lutter contre cela, parce qu'on a mauvaise conscience, parce qu'on culpabilise, parce qu'on risque de se faire traiter d'islamophobe, et je ne sais quoi encore. Alors regardons les choses en face, voyons les dangers tels qu'ils existent, et croyez-moi, ils sont peut-être même plus importants qu'on ne les imagine, et réglons enfin le problème avec courage. Justement, un point d'application, les élections municipales, la question va, semble-t-il, se poser de listes communautaires, communautaristes. Bruno Retailleau dit qu'il faut les interdire. Je suppose que vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. La question, c'est on fait comment? Comment on reconnaît une liste communautariste? Sur quels critères? Comment on fait? Une liste communautariste, c'est une liste dont les candidats répondent à un certain nombre de critères. Qui sont des critères religieux ou des critères d'origine. Et ça, c'est effectivement... Marine Le Pen, ça veut dire quoi d'origine? Parce qu'on peut dire de radicalisation si jamais elle est affichée, mais d'origine... Ça voudrait dire que dans ces listes, il n'y a, par exemple, on accepte, par exemple, comme candidat que des musulmans, par exemple, vous voyez? Ça, par exemple, ce serait un critère religieux. Je pense que c'est inadmissible. Mais il y a un parti qui existe
aujourd'hui en France, qui est un parti qui est piloté par exemple par M. Erdogan. Bah tiens, celui-là, on pourrait peut-être commencer compte tenu de la situation par l'interdire. Il faut l'interdire. S'il y a des femmes voilées sur une liste, est-ce que vous considérez, par exemple, pour revenir lié à les deux débats, s'il y a des femmes voilées sur une liste, est-ce que vous considérez que c'est une liste communautaire ? En règle générale, écoutez, quand je vois quelles sont les femmes voilées qui se sont présentées, elles se sont présentées en règle générale comme candidates de la France Insoumise, qui est un des mouvements politiques français qui, au passage, œuvre beaucoup pour le communautarisme. Et on interdit les listes de la France Insoumise ? Mais c'est quand même étonnant, compte tenu de l'étendue de ce qu'il y a à faire, si vous voulez, qu'on en arrive à essayer de trouver le petit cas spécifique. Le plan de lutte contre le fondamentalisme islamiste que j'attends, que je demande, que je propose, est un plan général qui est maintenant urgent à mettre en œuvre. Qu'a fait le président de la République depuis 2 ans et demi sur ce sujet ? Réponse, rien. Et la société de vigilance qu'il propose aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre à ces problématiques de radicalisation, de terrorisme dont vous parliez tout à l'heure ? Il a fait un discours à la préfecture de police où il appelle chacun... Alors la société de vigilance, ça consiste à passer la patate chaude, en réalité, à la société, en disant c'est à vous d'être vigilant. Mais après, et quand il parle d'hydre islamiste, quand on a été vigilant, alors par exemple, vous voyez, il y a un certain nombre de collègues de Michael Harpon, ils ont été vigilants. Ils ont saisi leur administration et ils ont dit, leur hiérarchie, ils ont dit, vous savez, notre collègue Michael Harpon, lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il a dit c'est bien fait pour eux. Quelle a été la conséquence de cette vigilance ? Rien. Parce que si l'administration n'a pas les ordres, si la police n'a pas les ordres, et si le pouvoir politique n'est pas convaincu de la nécessité de lutter contre le fondamentalisme islamiste, alors on n'y arrivera pas. Voilà, on n'y arrivera pas. Tout, on vivra dans la peur, on vivra dans l'insécurité, on vivra dans l'aveuglement, on ne verra pas les radicalisés, on ne verra pas ceux qui basculent dans le terrorisme, comme ça a été le cas pour Michael Harpon. On les laissera faire du prosélytisme, on les laissera recruter, on les laissera préparer leurs futurs attentats. Malgré tout, quand Emmanuel Macron dénonce l'hydre islamiste, quand il parle effectivement de société de vigilance, j'entends bien que vous allez dire c'est pas assez, il fait pas ce qu'il faut, mais est-ce que déjà vous dites pas, mais au moins il y a le début d'une prise de conscience, on dit des choses qu'on ne disait pas avant. Mais ça fait 20 ans que j'entends ça, Monsieur Brézé. Donc, excusez-moi, mais de droite ou de gauche, cela fait 20 ans que j'entends des responsables politiques dire « Ouh là là, attention, il y a du fondamentalisme, il y a du terrorisme ». Heureusement qu'ils le disent, parce que, objectivement, 263 morts et plus de 1000 blessés, s'ils ne le disaient pas, mais sa responsabilité aussi, c'est de mettre en garde contre les amalgames, Marine Le Pen. Il faut à un moment donné regarder en face, mais pas seulement regarder, pas seulement faire un constat. Il fait un constat. Mais les actes derrière, où sont-ils ? Lorsque l'on apprend encore une fois que l'imam radicalisé, qui a radicalisé M. Michael Harpon, cet imam-là devait être éloigné du territoire français il y a 4 ans. Et qu'il était toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant. Oh bah oui, le pauvre. Alors on va l'autoriser à rester sur notre territoire. Combien de cas comme cela ? Combien de cas aujourd'hui au moment où on Et quand l'État vous dit on a fermé 12 lieux de culte, 129 débits de boissons, 9 établissements culturels, 4 écoles, il y a une action quand même, non ? Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous plaisantez en me disant cela ? Je vous donne les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, mais vous devriez quand même vous rendre compte vous-même en les lisant qu'ils sont dérisoires, qu'on n'est pas au niveau du problème, que lorsqu'il y a, nous dit le ministère de l'Intérieur, 150 mosquées salafistes dans notre pays, eh bien, le fait d'en avoir fermé, je ne sais pas, 6, 5, 4, 7... 12 lieux de culte. 12 est dérisoire. Est-ce qu'on fait, la question c'est est-ce qu'on fait semblant ? Est-ce que le pouvoir politique fait semblant ? S'il fait semblant, alors il est criminel. Voilà. S'il fait semblant, alors il est criminel. Ou alors il est incompétent, ou il est aveugle de la gravité du problème. Et à ce moment-là, il faut urgemment qu'il soit remplacé. Dernière question sur ce sujet, puisque vous avez parlé aussi de l'immigration. Vous prenez un référendum, vous voulez faire un référendum sur l'immigration. C'était l'une de vos propositions. Quelles questions poseriez-vous aux Français sur ce sujet ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit du sol ? C'est-à-dire la possibilité d'acquérir automatiquement la nationalité française sans qu'on ne demande aucun critère, ni qu'on ne regarde aucunement vos actions, votre adhésion à ce que nous sommes. Première question. Deuxième question, est-ce que vous voulez qu'on continue le regroupement familial ? Puisque aujourd'hui, ce regroupement familial a été élargi sous l'action de M. Macron. Par exemple, les mineurs migrants
dont on sait très bien qu'une grande majorité, probablement, sont pas mineurs, ont le droit de faire venir non seulement leurs parents, mais également maintenant leurs frères et sœurs. Il y a des questions telles que celle-là que nous pouvons poser et que nous devons en réalité poser aux Français. Parce qu'il en va de l'équilibre de notre système social, il en va de leur sécurité, il en va de la préservation de leur identité et de leur culture. Autre sujet important, c'était cette semaine aussi, les retraites et un éventuel plan B du gouvernement Adrien Gindre. Puisque la question c'est de savoir quelle génération sera concernée par la future réforme. L'année qui était sur la table jusqu'à présent, c'était de dire que les personnes nées après 1963 pourraient être concernées. Ça pourrait être décalé à 1973 ou 74, voire 64, ne concerner, 64, 65. Voire ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail et donc repousser considérablement la réforme. Est-ce que vous seriez prête à soutenir cette réforme si elle ne s'appliquait que pour le monde du travail à venir et baisser le temps? Non. La négociation. Non. Je m'oppose de la manière la plus ferme à cette réforme des retraites. Elle est injuste. Elle va créer un surcroît de précarité dans notre pays qui n'en a pas besoin compte tenu de la situation sociale dans laquelle il est plongé. Je suis opposé à la retraite par points. C'est une malhonnêteté, parce qu'en réalité, la valeur du point sera fluctuante. Hein. Un jour, le point aura telle valeur. Donc les Français ne sauront pas qu'est-ce qu'ils toucheront lorsqu'ils arriveront à la retraite. Ça va créer en fait un double système, donc qui sera profondément inégalitaire entre ceux qui rentreraient maintenant dans le marché du travail et ceux qui y sont déjà. Vous êtes toujours pour revenir à la retraite à 60 ans? Mais oui, je pense que oui, tout à fait, oui. C'est réaliste, Oui, Marine Le Pen? Je sais, monsieur le Président, pour les comptes publics. Est-ce que c'est réaliste pour les comptes publics? À chaque fois que je viens vous voir, à chaque fois nous avons ce débat. Et nous l'aurons encore si c'est nécessaire. Oui, je suis aujourd'hui pour la retraite à 60 ans et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y a énormément d'économies à faire dans notre pays. Et que je suis frappé, outré et même choqué que ce soit toujours aux travailleurs, aux Français que l'on demande, avant d'avoir fait la moindre autre économie, de faire des sacrifices. Je pense de surcroît que si, comme j'en suis convaincu, nous le ferons quand nous serons au pouvoir. Nous sommes capables de recréer de l'emploi et que nous sommes capables de mettre en place moins et vivre plus longtemps et rééquilibrer les retraites de natalité. Alors nous sauverons les retraites. Oui, monsieur Brézet, pour sauver les retraites, le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, il faut des enfants et du travail. Et comment vous encouragez la natalité, si on arrive à Marine Le Pen, des enfants et du travail, et alors, comment vous nous les enfants, c'est-à-dire totalement donc vous faites une politique familiale d'encouragement à la natalité? Qu'est-ce que vous offrez aux familles? Déjà, je reviens sur toutes les mesures qui ont contribué à affaiblir financièrement les familles. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis François Hollande, les familles n'ont eu de cesse que de voir grignoter leur pouvoir d'achat. Il n'y a rien de plus simple en réalité que de mettre en place une politique nataliste. Il suffit de donner des avantages pour que entre un couple qui n'a pas d'enfants et un couple qui a des enfants, eh bien, on n'ait pas un différentiel de niveau de vie qui soit de 1 à 3 ou de 1 à 2. Voilà, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est une richesse. C'est pas seulement une richesse pour la famille, c'est aussi une richesse pour toute la nation. Et c'est un élément de dynamisme. Et vous pensez que ça économique. compenserait le déficit? Il faut aussi créer de l'emploi. Il faut aussi créer de l'emploi. Et je pense que toute la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui vise en réalité plus à détruire de l'emploi qu'à en créer. Alors, on continue à en parler dans la seconde partie de cette émission. C'est le grand jury de Marine Le Pen. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Alexis Brézet du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Le sujet de la semaine, bien évidemment, c'est le Brexit, avec hier le rejet par les députés britanniques de l'accord qui avait été trouvé par les Européens avec Boris Johnson. Adrien Gindre. Et la dernière information dans ce feuilleton qui n'en finit plus de rebondir, c'est l'envoi de 2 lettres par Boris Johnson à Bruxelles. L'une où il demande un délai
conformément au vote du Parlement britannique, et l'autre qui, là, pour le coup, c'est l'a signé en son nom, où il demande que ce délai ne soit pas accordé. C'est à ne plus rien comprendre. Est-ce que vous trouvez que cette attitude du Premier ministre britannique est digne, Marine Le Pen, d'un dirigeant de ce niveau ? Pourquoi vous le trouvez indigne ? D'envoyer 2 lettres qui disent exactement la même chose. Pourquoi le trouvez-vous indigne ? Parce que vous n'avez pas l'habitude que les responsables politiques respectent la parole qu'ils ont donnée à leurs électeurs. Enfin, écoutez, soyons sérieux. Monsieur Boris Johnson... Citoyen Boris Johnson, il est Premier ministre. Non, mais Monsieur Boris Johnson, il est Premier ministre parce qu'en l'occurrence, il y a une majorité de Britanniques qui souhaitent le Brexit. Il a dit « je vais faire le Brexit ». Donc, il ne va pas se soumettre et je pense que c'est plutôt digne, moi, au contraire de sa part. Digne et respectueux de la démocratie. Il ne se soumet pas aux exigences des uns et des autres. Il exprime quelle est sa conviction. Sa conviction, c'est qu'il ne souhaite pas un report du Brexit. Bon, on est au bout du feuilleton. Hein. Pour vous, donc, on en parle peut-être pour la dernière fois. Pour vous, ça va se faire on est au bout du feuilleton. Inéluctablement. On est au bout du feuilleton, accord. Mais avec un accord ou sans accord. Probablement, l'Union européenne ne donnera pas de report, n'accordera pas de report, et donc, de deux choses l'une, soit le Parlement britannique vote cet accord, ce que je crois tout à fait plausible, et le Brexit aura lieu avec l'accord qui a été négocié par Boris Johnson, soit ils font de la résistance contre la volonté populaire, ils ne votent pas l'accord, et à ce moment-là, il y aura un Brexit. Les Britanniques n'est pas plus sage pour vous. Faire revoter les Britanniques n'est pas une option acceptable pour vous, comme certains Britanniques le réclament. Non, je considère que c'est une violation de la démocratie. Si à chaque fois qu'on a un résultat qui ne nous plaît pas, on fait revoter jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat souhaité, alors ça ne s'appelle pas une démocratie. Autre sujet d'actualité étrangère sur la Turquie. La Turquie et la Syrie, le retrait des Américains qui fait que de facto on a laissé les Kurdes entre les mains sous la menace des Turcs. Une fois qu'on a dit que c'était, comme vous l'avez dit, que c'était honteux de les abandonner, qu'est-ce qu'on peut faire et on fait quoi ? Bon. D'abord, permettez-moi d'avoir une première pensée pour les victimes, et notamment, évidemment, les victimes kurdes qui ont lutté contre Daesh, contre les fondamentalistes islamistes. Et il faut là que nous mettions tout notre poids dans la balance pour obtenir des conditions humanitaires, notamment pour les populations civiles. Deuxièmement, moi je pense à la sécurité de l'espace européen, et notamment, permettez-moi, à l'OTAN. Parce que je suis quand même frappé de voir que nous avons délégué en quelque sorte notre diplomatie à l'Union européenne, et l'Union européenne ne dit rien. Elle n'a rien proposé. Mais vous voudriez faire quoi concrètement ? Est-ce qu'on suspend, par exemple, la Turquie de l'OTAN ? Enfin, écoutez, la Turquie vient de violer les critères de présence dans l'OTAN de la manière la plus extravagante qui soit. Donc vous dites qu'il faut suspendre la Turquie de l'OTAN ? Est-ce qu'on suspend ? Mais vous êtes pour ? Oui, je suis pour, D'accord. bien Mais s'il sûr. faut intervenir militairement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention militaire européenne ? Nous n'avons pas la capacité de le faire. Enfin bon, l'Europe ne l'a pas. Je vais y venir. Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi suspendre le versement de préadhésion que nous faisons à la Turquie, puisqu'on se réengage à nouveau, je crois, 2021-2027, sur 6 milliards qui seraient versés à la Turquie. Bon. Troisièmement, il faut sécuriser les camps de djihadistes. Alors. Car évidemment, la plus grande inquiétude pour nous, c'est le retour de ces djihadistes. Sur cette question, Marine Le Pen. On va y revenir. Pardonnez-moi. On va y revenir parce que je vais répondre à votre question précédente. Revenons si vous voulez bien sur le djihadisme. Il faut tirer les leçons militaires et diplomatiques de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça veut dire que probablement, il faut organiser le retour de nos soldats puisqu'ils ne peuvent pas remplir leur mission depuis le retrait des soldats américains. On rapatrie nos forces que nous avons actuellement là-bas. Mais nous n'avons pas d'autres possibilités. Nos soldats ne peuvent pas remplir leur mission, sauf à les envoyer, évidemment, au massacre. Et puis enfin, il faut rétablir les relations avec Damas et avec Moscou. On voit bien que nous ne sommes plus un acteur crédible dans la région. Pour être à nouveau un acteur crédible, il faut à l'évidence que nous acceptions d'entrer dans des discussions en rétablissant les relations diplomatiques avec la Syrie, qui, avec la Russie, est devenue un acteur incontournable. L'Europe devrait s'affirmer, l'Europe doit être un acteur, et puis après vous dites qu'il faut laisser tomber, on s'en va et on laisse les Russes et les Syriens. Mais militairement, nous n'avons pas d'autres moyens. Et même politiquement. Non, ça n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis au contraire que pour redevenir un acteur de premier plan, il faut que nous œuvrions et que nous mettions toute notre énergie à déclencher, si je puis me permettre, un processus diplomatique, mais qu'on ne pourra pas mettre en œuvre si on refuse de parler à la Russie et si on refuse de parler à la Syrie. Sur les djihadistes précisément. Je vous en parlais à l'instant, il y a un juge d'instruction, David Depas par exemple, qui s'exprime dans la presse en disant on aurait tout intérêt à les faire rentrer en France, ces djihadistes, parce qu'on pourrait là
les contrôler, les sécuriser et nous-mêmes surveiller ce qu'il advient d'eux, plutôt que de garder cette incertitude de ne pas savoir où ils vont pouvoir évoluer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Marine Le Pen. Eh bien, j'exprime les plus vives inquiétudes sur le fait qu'il y ait à la tête du pôle de coordination antiterroriste français quelqu'un qui pense qu'il faut faire revenir les djihadistes français qui sont L'argument de la actuellement sécurité n'est pas un en argument. Syrie. Je note d'ailleurs qu'il y a aussi des demandes de familles, de collectifs de familles de djihadistes qui réclament leur retour. J'y suis totalement. Mais est-ce que vous n'avez pas confiance en les prisons françaises ? Radicalement opposé. D'abord, monsieur, avant d'aller dans une prison, il faut être jugé. Et vous n'avez pas confiance dans la justice. Je considère que l'idée qui consiste à dire il faut les faire revenir parce que comme ça on pourra mieux les surveiller, merci, ça fait des années qu'on nous vend cette soupe. Et en l'occurrence, compte tenu du nombre d'attentats qui ont eu lieu sur notre territoire, je n'y crois pas. Je n'y crois plus, si tant est que j'y ai cru un jour. Je pense que nos services de renseignement, qui ne sont même pas capables de détecter dans leur propre service un terroriste, n'ont probablement pas les capacités, compte tenu du nombre d'ailleurs. Ce n'est pas de ma part un jugement de valeur à leur égard, mais compte tenu du nombre, ils ne sont probablement pas capables de surveiller 200, 300 ou 400 nouveaux terroristes qui arriveraient sur notre territoire. Donc là, le gouvernement dit grosso modo la même chose que vous. Donc, non, parce que... C'est Ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Oui, c'est ce que oui, défend mais le ministre Le Drian. la réalité, c'est qu'il a déjà fait revenir des gens, le gouvernement. Donc il est un hypocrite. Des enfants notamment, et vous étiez d'accord sur ce point, hypocrite. Marine Le Pen. Il a fait... Ah bon La nièce de M. Klein, qui est une des pires figures terroristes radicales dans notre pays, c'est une enfant? Non, ça n'est pas une enfant. Et elle est revenue. Elle est revenue fin septembre, dans le silence et en tout cas dans la discrétion la plus totale. Donc moi, j'y suis opposé. Et je propose quelque chose de très simple. Pour éviter d'avoir à se poser la question tous les mois du retour d'un tel ou d'un tel. La déchéance, vous allez nous dire. La déchéance administrative de la nationalité de tous les Français qui sont actuellement détenus dans les camps. Quand Valls et Hollande, d'ailleurs, ont voulu le faire, c'était en 2016, ils se sont fait taper dessus par le Conseil d'État qui a dit non, c'est contraire à l'article 16, c'est contraire à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice de l'Union européenne. Et résultat, ils ont reculé. Non, c'est faux. Ils ont essayé. On peut aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans l'état actuel de la loi, parfaitement déchoir par décret administratif de leur nationalité des gens qui constituent un danger Le Conseil majeur d'État avait pour notre répondu non à Valls. Ça n'est pas vrai. D'abord parce qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas de gens qui étaient partis en Syrie, dans l'affaire Valls, il s'agissait de gens qui étaient fichés S sur notre territoire, etc. C'était deux cas qui étaient différents. Là, au moment où je vous parle, demain, le gouvernement peut décider de déchoir administrativement tous ceux qui sont actuellement en déchoir de leur nationalité, bien sûr, tous ceux qui sont actuellement en Syrie. On ne se posera plus la question de leur retour. Alors, il faudra on pourra s'occuper donc des fondamentalistes islamistes qui sont sur notre territoire, parce qu'il y a beaucoup à faire, et accessoirement des cellules terroristes qui continuent à ça ne les pulluler. empêchera pas de revenir de manière clandestine pour commettre des attentats s'ils le souhaitent, des chances ou pas. C'est vrai que comme notre pays est une véritable passoire, ainsi que l'Union européenne, que nous continuons à accueillir des dizaines de milliers de migrants chaque année, dans lequel nous savons des terroristes se glissent, se cachent, comme l'indiquent les services de renseignement, c'est sûr que nous sommes toujours livrés à une insécurité qui est majeure. Mais tout ça est d'une... Enfin, moi je dis aux Français, écoutez franchement, choisissez-vous des gouvernants qui vous protègent. C'est l'heure de la question. À un moment donné, choisissez-vous des gouvernants qui vous protègent, donc vous, véritablement, qui mettent en place des mesures qui visent à ce que le risque que vous courez, que vous subissez, vous et vos enfants, soit le plus petit possible. Le risque zéro n'existe pas, mais le plus petit possible. Aujourd'hui, clairement, ça n'est pas le cas. Marine Le Pen, c'est l'heure de la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Madame Le Pen, bonjour. Aurélie Gros, présidente de La France Vraiment. Dans moins de 6 mois, vous le savez, les Français éliront leur maire, l'élu local auquel ils sont le plus attachés. Vous avez déclaré vouloir rayer de la carte les régions et les intercommunalités, partant du constat que les Français, et ça on les comprend, en ont marre du millefeuille territorial. Ne trouvez-vous pas qu'il y a mieux à faire que ce genre de propositions démagogiques, par exemple en instaurant plus de démocratie participative dans les collectivités, avec la mise en place du droit d'interpellation du maire en conseil municipal, ou encore le référendum de proximité pour toute grande décision locale ? Marine Le Pen. Bon, d'abord, je n'ai jamais proposé de rayer de la carte les régions et les intercommunalités. Nous avons été des adversaires de la fusion des grandes régions, vous le savez. Et d'ailleurs, je crois que la Cour des comptes nous donne raison, puisque les conséquences
de ces fusions ont été catastrophiques sur le plan notamment Il faut revenir aux anciennes des régions finances. J'avais proposé en son temps, à l'époque, un système qui me paraissait beaucoup plus cohérent et qui consistait à faire en réalité du conseil régional le lieu de coordination des politiques départementales. Les élections des conseillers départementaux auraient lieu par liste départementale et les premiers de liste seraient également conseillers régionaux, c'est-à-dire qu'ils seraient les représentants de leur département pour que les départements puissent avoir, parce que c'est utile parfois, des politiques. Il faut rediviser les régions pour revenir aux régions d'avant ? Objectivement, compte tenu du résultat éloignement de la prise de décision politique et surtout le coût absolument incroyable qui a été la conséquence de ces fusions de grandes régions, ça n'a pas fonctionné. Disons clairement les choses. Bon, quant aux communautés d'agglomération, elles ont les mêmes défauts. Le défaut, évidemment, c'est encore une fois l'éloignement, c'est-à-dire que moi je suis pour le localisme, je suis pour le retour du pouvoir politique au plus près des citoyens, le retour aussi d'ailleurs du pouvoir économique. Vous êtes pour la démétropolisation ? Oui, vous voulez pas rayer de la carte les métropoles ? Non, la démétropolisation, ça consiste à faire exactement l'inverse de ce qui a été fait dans les dernières années, où en réalité on a fait des métropoles de plus en plus grandes qui ont aspiré l'ensemble de l'activité, qui ont aspiré aussi, il faut bien le dire, la démocratie, avec des conséquences qu'on peut mesurer. Est-ce qu'on vit bien aujourd'hui, au moment où on se parle dans les grandes villes? Est-ce qu'on travaille bien dans les grandes villes? Est-ce qu'on se circule bien dans les grandes villes? La réponse est non. Or, ces grandes métropoles, elles ont aspiré notamment l'activité, la sève vitale des villes moyennes. Il faut donc engager un processus de retour de l'activité et de la démocratie. Alors vous allez partir les villes moyennes. à la conquête de ces métropoles, excusez-moi, mais ces grandes métropoles, elles vivront mieux d'ailleurs. Les gens qui y vivent vivront mieux. Ils vivront mieux parce que les transports seront moins saturés. Ils vivront mieux parce que écologiquement, la pollution de l'air sera moindre. Ils vivront mieux parce qu'ils auront moins de trajets de transport à faire, qui aujourd'hui est un poids sur la vie quotidienne de nos compatriotes qui est considérable. Ils vivront mieux parce que du coup, parce que les villes moyennes vivront à nouveau, se développeront à nouveau, le prix des logements Marine Le Pen, baissera. sur donc cette démétropolisation en fait, de rééquilibrage que vous avez exposée à la rentrée à Fréjus. Dans votre discours, c'était le concept que vous avez exposé. Vous allez partir à la conquête de ces métropoles, notamment aux élections municipales. Est-ce que vous tendez la main à Christian Jacob, qui vient d'être élu à la tête des Républicains? Vous l'aviez fait il y a 2 ans au grand jury à Laurent Wauquiez en disant pourquoi pas faire une alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous leur tendez la main aux Républicains? À nouveau, on va tendre la main au LR. Bon, Monsieur Jacob a expliqué de la manière la plus violente qui soit, d'ailleurs, il est plus violent avec le Rassemblement national qu'il ne l'est avec En Marche. Il dit qu'il veut faire un rassemblement populaire. Non mais d'accord, ça fait 20 ans qu'ils disent ça, ils sont aujourd'hui à 8%. Bon, faut regarder à un moment donné la réalité en face. En réalité, il ne rêve que d'une chose, c'est de refaire un accord avec le centre. Donc en fait, il n'a toujours absolument rien compris. Bon, eh bien, tant pis, ils continueront leur lente descente aux enfers. Nous tendons les bras, en réalité, à ceux qui, chez les LR aujourd'hui, se disent qu'ils ont beaucoup de points communs avec nous, et notamment au municipal. Il peut y avoir des accords. Mais bien entendu, mais il y en a déjà. Et est-ce que vous tendez la main à Julien Aubert et Guillaume Larrivé qui ont échoué dans cette élection? Est-ce que vous pensez que vous trouvez des convergences avec eux? Est-ce qu'il y en a? Comme Nicolas Dupont-Aignan l'a fait. Moi, j'entends M. Larrivé aujourd'hui tenir un discours qui, en tout cas en matière d'immigration, est extrêmement proche du nôtre. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il y a quelques mois, je l'ai vu voter, ou plutôt ne pas voter, des propositions, des amendements que nous avons déposés et qui exprimaient exactement ce qu'il réclame aujourd'hui. Notamment, par exemple, le droit du sol, la fin du droit du sol. Vous voyez ? Donc, il y a une ambiguïté majeure, il y a une hypocrisie majeure chez les LR. Ils ont été sanctionnés pour cela, très lourdement. Et en réalité, tant qu'ils continueront à être hypocrites, ils continueront à être sanctionnés. Avant les questions des auditeurs téléspectateurs, c'est l'heure de questions express. Le grand jury, questions express. Marine Le Pen, pour ou contre la hausse de la taxe sur les billets d'avion pour financer les autres modes de transport? Contre. Pour ou contre Pardon, on peut donner une petite explication? Rapidement, dites-nous, mais il y en a plusieurs. Ce sont encore les Français qui voyagent, qui vont payer. Ce n'est pas une taxe écologique pour vous. Et notamment ceux qui font des voyages intérieurs, c'est encore eux qui vont payer. Donc on leur met une taxe supplémentaire sur le dos. Moi je pense qu'on pourrait commencer par taxer les gigantesques porte-containers
qui nous ramène des produits à bas coût de l'autre bout du monde, dans des conditions de sécurité sanitaire qui sont minimum et donc dangereuses pour la santé de nos compatriotes, et qui participent beaucoup plus à la dégradation du climat que ne le font en l'occurrence les Question agriculteurs. express et réponse express, Marine Le Pen. Les supermarchés, pour ou contre les supermarchés avec des caisses automatiques ouverts le dimanche? C'est pas moi qui vais décider, je vais vous dire. Mais est-ce que vous Moi, pensez je suis que c'est contre l'ouverture le dimanche. D'accord. Je l'ai dit. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la grande distribution, mais je ne pourrais pas évidemment vous développer tout ça immédiatement. Je note juste, pardon, quand même, que la dernière loi Egalim, qui soi-disant devait améliorer la situation des producteurs et des agriculteurs en obligeant la grande distribution à faire le nécessaire pour payer les produits ce qu'ils valent, eh bien, est arrivée au bout du bout à exactement les conséquences inverses. C'est-à-dire que non seulement la grande distribution a fait des marges encore plus importantes, non seulement les consommateurs n'ont pas vu les prix baisser, mais de surcroît, les agriculteurs et les producteurs ont vu le nœud coulant qu'ils ont autour du cou être encore un peu plus resserré par la grande Pour ou distribution. contre, Marine Le Pen, la privatisation de la Française des Jeux? Contre. Est-ce que vous pensez qu'il faut cesser ce mouvement alors que ça pourrait apporter de l'argent dans les caisses de l'État? Pour vous, ce n'est pas un moyen de récupérer de l'argent? Ça va apporter de l'argent à les caisses de l'État qui va s'empresser donc de dépenser pour financer l'aide médicale d'État, pour les clandestins, pour financer la prise en charge des migrants, pour financer les mineurs, migrants isolés qui coûtent déjà 2 milliards d'euros par an au département. Non, je suis contre. C'est le bien et la propriété des Français. Ça rapporte de l'argent à l'État. C'est comme Aéroport de Paris, et je demande à tout le monde qui m'écoute d'aller signer la pétition pour refuser la privatisation de l'Aéroport de Paris. Tout ceci vous appartient, Français. Ça, justement, ça crée des recettes. Donc surtout, n'allez pas vendre cela. Dernier pour ou contre la republication de Mein Kampf qui est prévue en mars 2020 par les éditions Fayard. Qu'en pensez-vous, Marine Le Pen, pour ou contre? Non, je suis plutôt contre, très franchement. Si on pouvait oublier Mein Kampf, ça arrangerait tout le monde et ça ne mettrait pas à nouveau des idées qui sont des idées de haine et de violence dans le débat. C'est l'heure de questions nettes. Le grand jury, question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors l'émission a été très suivie et on voit aussi notamment une forte mobilisation de vos sympathisants et de vos soutiens sur Twitter avec le hashtag Le Grand Jury qui commente en direct cette émission. Mais vous arrivez à les détecter, vous, sur le net, savoir qui sont mes... Bien visiblement, ils le mettent dans leur description et dans leur biographie et ils l'affichent clairement. Mais sinon, dans les autres sujets que les internautes ont découverts ce week-end, ça concerne les photos d'Éric Tegner. Alors c'est un proche de Marion Maréchal et il a publié 2 photos sur son compte Instagram. C'est l'Express qui a repéré ça. On le voit en soirée avec des membres de son mouvement, Racines d'Avenir, se moquer en se voilant la tête avec une légende, hashtag halal ou encore autre légende pour une autre photo. Alcool, fête, femme, l'islam politique, ce n'est pas mon truc, écrit-il. Il a depuis supprimé ces photos. Marine Le Pen, est-ce que vous considérez que c'est un dérapage? Je considère que la politique meurt de ce type de questions. Je considère que les Français sont dégoûtés de voir que des émissions de grande écoute, telles que celle-là, perdent du temps à poser des questions qui sont dérisoires, sur des sujets dérisoires, et des gens qui sont dérisoires. Ces photos. Donc, je vais vous dire, j'aurais aimé qu'on garde ces quelques minutes pour parler des plans sociaux de General Electric, c'est sur des réseaux sociaux, des plans sociaux de grande envergure. De Michelin. J'aurais aimé qu'on parle de la concurrence déloyale des pneus Marine chinois. Le Pen, mais oui, nous posons les questions. Nous posons les questions. C'est aussi le jeu du grand jury. Vous êtes là et nous posons les questions. Et là, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? J'ai le droit de vous dire que je trouve ça dérisoire. J'ai le droit de vous donner mon opinion. Mais ces photos elles-mêmes, comment les qualifierez-vous et cette diffusion? Mais je ne sais même pas que ça existe, monsieur. Excusez-moi. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais même pas. Voilà. Je ne sais pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai été 2 fois candidate à la présidentielle. Parce que je m'apprête à être candidate à la présidentielle pour une 3e fois. Parce que vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si j'avais envie d'être candidate. J'ai surtout envie qu'on arrête avec la politique qui est menée, d'accord? J'ai envie qu'on arrête avec le chômage, qu'on arrête avec l'insécurité. J'ai envie que les agriculteurs arrêtent de se suicider. J'ai envie que les Français arrêtent d'être écrasés par les impôts. J'ai envie qu'on arrête de se battre pour défendre notre culture et notre identité, ce qui devrait couler de source. J'ai envie que tout ça s'arrête. Donc oui, j'ai envie d'être candidate parce que j'ai envie que nos idées arrivent au pouvoir. Et ça me paraît beaucoup plus important
ces questions net, c'est les questions du net. Que quelque chose auquel je m'intéresse même pas. Mais c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi d'une réalité. Non, c'est vous que ça intéresse. Croyez-moi, sur les réseaux sociaux, moi j'entends des gens se plaindre parce qu'ils vont être fichus à la porte demain, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'ils se sont fait casser la tête dans une rue sombre un soir en rentrant, parce qu'ils ont la trouille que leurs enfants rentrent chez eux, ou plutôt ne rentrent pas chez eux le soir après des soirées. C'est ça dont ils parlent, les réseaux sociaux. Moi, je suis désolée, ça, je ne sais même pas que ça existe. Mais vous êtes très présente aussi sur les réseaux sociaux. Autre question, Marie-Pierre. Oui, alors cette fois-ci, ça concerne des artistes comme Pierre Arditi et Jean Reno. Ils ont publié une tribune dans Le Figaro cette semaine pour défendre l'accès de la corrida aux mineurs. Et ils écrivent « Interdire un art, c'est indigne d'une démocratie moderne ». Donc il y a eu énormément de débats là-dessus sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez. Est-ce que vous estimez que la corrida, c'est un art, ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il faut l'interdire? La corrida est une tradition provinciale, et non pas nationale d'ailleurs, je tiens à le dire. C'est une tradition provinciale, mais je suis pour l'interdiction de la corrida aux mineurs. De la même manière que je suis pour que à la télévision, il y ait une interdiction, ou au cinéma, une interdiction de certains films pour les mineurs, parce que je pense que c'est un spectacle qui est extrêmement violent, mais et qu'il faut avoir la maturité de la majorité pour pouvoir y assister. Autre question. Oui, alors vendredi, Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment, assorti d'un mandat de dépôt. Il a été pourtant, par contre, relaxé s'agissant de la corruption. Et c'est quelque chose de monstrueux, d'après son avocat Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous pensez que la justice a été trop sévère avec les Balkany? Je considère surtout que dans notre pays aujourd'hui, semble-t-il, on a plus de chances de prendre de la prison quand on vole l'État, c'est-à-dire quand on commet de la fraude fiscale, que quand on assassine ou qu'on viole. Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi j'ai été avocat pénaliste et que j'ai vu des violeurs partir avec moins que ça comme condamnation. Voilà. Alors, vous me dites, est-ce qu'il faudrait que M. Balkany soit condamné à moins? Je vous dis non, peut-être pas, mais il faudrait sûrement que les violeurs et les assassins soient condamnés à plus. Concernant votre mise en examen, Marine Le Pen, dans l'affaire des emplois fictifs... Mais j'en ai plusieurs. Monsieur, alors, est-ce que vous... Je suis poursuivi pour toute une série de choses, pour avoir publié des tweets pour dénoncer Daesh. Mais la justice est-elle dans son rôle pour enquêter? C'est-à-dire pour avoir rendu public auprès des Français la volonté du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire de me soumettre à une expertise psychiatrique. Vous n'estimez pas que vous avez eu des maladresses dans la gestion de ces parlementaires, enfin en tous les cas des assistants parlementaires? Est-ce qu'il y a pu avoir des maladresses de la part du Front National à l'époque, aujourd'hui Rassemblement National? Oh, il y a peut-être eu des maladresses, mais des délits sûrement pas. En revanche, ce que je note, quand j'ai vu l'affaire de Mme Goulard, c'est que le Parlement européen s'est comporté de manière radicalement différente avec Mme Goulard et avec les députés du Rassemblement national. Ce qui me conforte dans l'idée qu'il s'agit là, en réalité, de l'utilisation de la justice pour des raisons qui sont des raisons éminemment politiques. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Vincent De Rosier à cette même place. À très bientôt, bonne semaine.